Alors, ça fait quelques mois que nous observons une tendance de plus en plus stricte concernant l'immigration en Europe, qui va plutôt à rebours de l'idéologie mondialiste qui est d'habitude portée par Bruxelles. Alors, que se passe-t-il On connaissait un peu les discours de Mélanie, d'Orban, des pays gouvernés par la social-démocratie comme le Danemark. Mais là, c'est l'Allemagne. L'Allemagne d'Olaf Scholz qui a décidé de fermer ses frontières à partir d'aujourd'hui, en réaction sûrement donc, à la montée de l'AfD aux élections régionales et à plusieurs attentats perpétrés par des migrants. Ils vont donc jusqu'à rétablir des contrôles à la frontière alsacienne. Le gouvernement Scholz a aussi annoncé la suppression d'aide aux demandeurs d'asile et l'accélération des expulsions de clandestins condamnés en pénal. En Italie, donc je vous le rappelle, Giorgia Meloni a fait chuter l'immigration illégale de 65%. Alors évidemment, il y a toute la question de l'immigration légale qui, elle, continue à augmenter de 50%. Et au niveau européen, l'entrée en vigueur le 10 novembre prochain, annoncée du nouveau système d'entrée-sortie semble bien indiquer une volonté, en tout cas, de mieux lutter contre les arrivées clandestines. Tout ça avec nous, on a pu entendre il y a quelques instants Michel Barnier annoncer être ferme sur la question de l'immigration. C'est une question sérieuse qu'on tiendra avec de la rigueur, avec de la ténacité, dans un souci de maîtriser l'immigration, disait-il. Vous l'avez entendu il y a quelques instants. Alors, finalement, va-t-on pouvoir, au sein de cette Europe, sans Frexit, sans tout ça, réussir à gérer l'immigration ? Bon, il se trouve qu'en même temps, on va faire du Emmanuel Macron, le 15 septembre dernier, samedi dernier plutôt, on apprenait que le vice-premier ministre Matteo Salvini pourrait écoper de 6 ans de prison pour avoir refusé l'accès à des migrants, l'accès à un port italien en 2019, donc accusé de privation de liberté et abus de pouvoir, puisque vous vous rappelez, c'était ce navire de 147 migrants en mer qui avait été refusé. Donc bon, on n'y est pas encore tout à fait, mais il y a des indices. Alors où en sommes-nous vraiment ? C'est la question que je voulais poser à Grégoire Pupin et Hervé Juvin. Bonjour Hervé Juvin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Président de Local Europe et membre de l'Internationale localiste, auteur de Chez nous, pour en finir avec une économie totalitaire aux éditions La Nouvelle Librairie. Puis nous sommes avec Grégoire Pupin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Il faudra peut-être que vous vous rapprochiez un peu parce que j'ai l'impression que le son est un peu lointain. Vous êtes juriste, essayiste français, directeur du think tank chrétien conservateur ECLJ. Peut-être vous pouvez nous dire ce que signifie ECLJ. Centre européen pour le droit et la justice. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, pour commencer, Hervé Juvin, que pensez-vous des tendances justement de cette grande annonce de l'Allemagne ? Est-ce que finalement, c'est possible au sein même de cette Europe bruxelloise de faire bouger les choses ou finalement, est-ce que ce sont que des effets de manche ? Attention en effet aux effets de manche. Si vous vous souvenez un peu de l'histoire récente, vous vous rappelez que Nicolas Sarkozy avait utilisé une formule qui a fait date, le Karcher. Oui. On a vu ce qui en a résulté. On a eu Kouchner. Rien. Oui. Ce qui a résulté des promesses qui avaient fait tant de bruit à l'époque de l'emploi du Karcher, ça a été rien. Et nous avons assisté depuis beaucoup d'années à des annonces, à des promesses qui toutes se sont soldées par à peu près le même résultat. Toujours plus d'entrées, toujours plus de titres de séjour. Je rappellerai simplement que sur l'année 2023, c'est à peu près 325 000 titres de séjour qui ont été délivrés à des étrangers et c'est à peu près 140 000 autorisations de demeurer sur le territoire qui ont été accordées à des gens qui demandaient l'asile. C'est assez considérable. Alors derrière la question que vous évoquez, je vois 3 dimensions. La première dimension, c'est qu'en effet, dans un nombre croissant de pays d'Europe, la population est confrontée à une immigration que, à tort ou à raison, elle considère source de problèmes, ce qui se traduit par la montée de ceux qu'on appelle les partis de droite ou les partis d'extrême droite, etc., ou le populisme. Oui. La deuxième chose, c'est évidemment le glissement à droite du Parlement européen. Nous avons un Parlement européen qui est sensiblement plus à droite et qui est peut-être susceptible d'adopter un certain nombre de mesures impensables auparavant. Ce que vous évoquez, c'est qu'un consensus semble de se dessiner pour ce qui a été proposé par différentes personnes. Je pense récemment à un article qui a fait date de Philippe Fontana dans Le Figaro, disant on pourrait réserver l'espace Schengen aux seuls citoyens européens et interdire par exemple que quelqu'un disposant d'un titre de séjour en France étranger puisse bénéficier de l'espace Schengen et circuler partout en Europe. Mais je pense qu'il y a une troisième considération qui est plus importante et qu'on oublie souvent. Il ne faut pas réduire la question des frontières à la question de l'immigration. Oui. Les frontières aujourd'hui dans le monde, il y a des
centaines de milliers, des millions d'hommes et de femmes qui se battent pour rester sur leur territoire et pour définir leurs frontières. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre de frontières. Les drames qui se passent actuellement à Gaza, en Palestine et en Israël, c'est une histoire de frontières. Tout à fait. Et pour être plus précis, c'est une histoire de populations qui chacune disent « je suis attaché à ce territoire est le mien et je veux le conserver ». Je ne vais pas faire un tour du monde, mais aujourd'hui, le débat sur les frontières entre l'Inde et la Chine vient peut-être heureusement de trouver une solution partielle avec les déclarations du ministre des Affaires étrangères indien Jay Shankar, disant que 75% des débats sur les frontières ont été résolus, mais ça fait des dizaines de morts encore assez récemment. Partout dans le monde, le sujet des frontières est en train de revenir. Et je terminerai en disant simplement, la géopolitique, c'est une question des frontières. Il n'y a pas de démocratie sans terre. Et il n'y a pas de peuple sans terre définie. C'est probablement ce qui est en train de travailler en profondeur l'Europe. Oui, l'Europe doit définir ses frontières. Oui, l'Europe, ça ne peut pas être une marche en avant indéfinie qui crée de l'instabilité partout. L'Europe doit définir ses frontières, elle doit définir qui en est et qui n'en est pas. C'est la sortie de l'illusion globaliste. Si c'est le retour de la diversité des cultures et des civilisations, en tant que localiste, je ne peux que m'en féliciter. Oui, mais ce n'est pas tout à fait, a priori, l'orientation de l'Europe de Bruxelles. Ça n'est certainement pas l'orientation de Bruxelles, mais on voit qu'elle est en train de bouger. Alors oui, en tout cas, on voit qu'elle est sous pression. Grégor Pupin, je vous pose la même question. Et puis vous qui suivez justement toutes ces décisions, notamment européennes, des cours de justice de l'Union européenne, on sait très bien que pour le moment, l'Europe se situe plutôt dans une acceptation toujours plus importante des migrants arrivés de manière illégale. Bon, disons oui et non. Disons qu'une acceptation de fait, je pense qu'il faut distinguer la réalité factuelle, qui est l'arrivée effectivement toujours permanente de migrants illégaux sur le territoire européen, et puis le dispositif politique, juridique qui est mis en place par l'Union européenne. Ce que l'on constate aujourd'hui, en fait, et depuis maintenant plusieurs années, très clairement, c'est que la situation migratoire, la situation même, je dirais plus démographique mondiale, eh bien, a dépassé le système de Schengen. Le système de Schengen qui a été mis en place, pour les auditeurs, donc qu'ils le sachent, en 1985, ça veut dire que c'était il y a 39 ans. L'Europe, la France en 1985 était très différente de celle d'aujourd'hui. 85, 90, donc depuis cette époque maintenant assez ancienne, la problématique migratoire a considérablement changé, la problématique démographique, les différentiels démographiques ont considérablement évolué. Et donc, bien sûr, oui, l'Europe de Schengen n'est plus adaptée, simplement parce que les pays qui sont qui ont des frontières extérieures, eh bien, ne sont pas capables, surtout au sud et à l'est, de maintenir ces frontières fermées. Et donc, l'Europe de Schengen est une passoire, et la libre circulation, qui est l'un des fondements de l'Union européenne, eh bien, facilite la circulation des immigrés clandestins illégaux en Europe d'un pays à l'autre, et leur permet en fait de jouer avec les règles. Oui. Donc très clairement, ce que l'on constate, même des pays chrétiens-démocrates, des partis politiques chrétiens-démocrates allemands, qui sont pourtant historiquement le cœur de la pensée, du désir politique de l'Europe de Schengen, eh bien même ces partis politiques chrétiens-démocrates aujourd'hui, finalement, reconnaissent que ce système est dépassé. Et ils reviennent finalement à la mesure politique naturelle qui est celle de l'État-nation, qui est celle de la frontière du pays. On se rend compte en fait que les peuples ont une dimension naturelle qui correspond aussi à leur capacité d'action politique. L'Europe de Schengen est trop grande pour faire face aux afflux, et on revient donc à la dimension nationale, la dimension de l'Allemagne pour le contrôle à l'entrée des frontières, mais on peut aussi parler effectivement de ce qui se passe dans d'autres pays. Le constat est le même aux Pays-Bas. Je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration du gouvernement qui vient de déclarer sa volonté de sortir du pacte européen de migration. Donc il y a cette réalité nationale qui s'affirme de nouveau simplement en raison de l'incapacité, de l'impuissance de l'Europe de Schengen à répondre aux défis, et aussi des doutes très sérieux
quant aux capacités futures du pacte de migration. Ouais. Et puis, revenons d'ailleurs sur ce pacte qui, quand même, je crois, donne une amende énorme à chaque pays s'il ne respecte pas ces règles d'accueil des migrants. En plus, on parlait un peu de la justice européenne, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne contre le Conseil d'État, si je ne me trompe pas, en 2003, qui pénalisait la France car elle n'avait pas laissé un délai sur place aux migrants qu'on a voulu refouler à la frontière. Donc maintenant, il y a une obligation de laisser un délai pour pouvoir trouver d'autres solutions dans d'autres pays éventuellement. Donc on voit bien que, comme vous le dites, dans les faits, peu importe les annonces ou les mises en place de ces systèmes d'entrée-sortie, etc., dans les faits, le contrôle de ces frontières paraît compliqué. Et pourtant, on a cette annonce allemande. Alors là, on se dit quand même, c'est du concret, non, Grégoire Pépinck? Oui, disons que je crois qu'il faut voir les choses de haut. La réalité de haut, d'abord, ce sont les tendances démographiques de fond. L'Europe est en dépression démographique, avec un vieillissement de la population qui est bien connu, une baisse des populations actives d'origine européenne. Il y a cette différence avec les pays du sud de la Méditerranée. Donc, d'une certaine manière, avoir une politique de contrôle de l'immigration sans avoir de politique démographique européenne n'a pas de sens. Et on peut dire que le seul pays qui est à peu près cohérent en la matière, aujourd'hui, c'est la Hongrie, qui associe une politique migratoire sélective et ferme avec une politique démographique nataliste, on va dire, pour effectivement permettre au pays d'avoir un avenir. Mais ce que l'Allemagne semble prendre plutôt comme orientation, c'est de vouloir encourager l'immigration qualifiée pour faire fonctionner son industrie. Et de l'autre côté, effectivement, refuser l'immigration non qualifiée, on va dire des populations ordinaires de Syrie ou d'Afrique subsaharienne ou d'Afghanistan, qui sont une charge pour le pays. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment dans le gouvernement allemand, la coalition, une volonté de stopper l'immigration, mais d'être sélectif pour pouvoir continuer à faire tourner l'économie allemande et ne pas se charger du poids d'une immigration non qualifiée, cause, source de troubles à l'ordre public, et on a vu aussi d'insécurité et de communautarisme. Donc l'orientation de l'Europe et même du pacte de migration, c'est très clairement permettre une immigration en Europe, mais une immigration davantage choisie, davantage utile à quoi? Utile à l'industrie. Ça veut dire qu'on pense encore l'immigration au regard des exigences et des besoins de l'industrie, et non pas au regard de l'avenir, on va dire, culturel des peuples européens. Est-ce que les peuples européens ont envie de partager une leur immigration avenir choisie pour des critères économiques, en fait. Voilà, c'est une vision économique de l'avenir de l'Europe qui s'inscrit sur un fond démographique. Et toute la dimension, on va dire, de culture et de civilisation est complètement au second plan, à l'exception de quelques pays qui, dès lors, adoptent une politique démographique. Ouais. Je préciserai que Giorgia Meloni a fait à peu près, finalement, en tout cas dans la même lancée que l'Allemagne sur cette immigration choisie. Donc on choisit une immigration qui serait légalisée, légale, sûrement pour des histoires économiques en effet, et l'immigration illégale, elle, est diminuée. Alors, Hervé Juvin, à ce sujet, est-ce que c'est la seule chose que peut faire l'Europe aujourd'hui? Comment vous voyez les choses? Je ne suis pas très optimiste sur l'issue de ce débat, pour plusieurs raisons. D'abord, la démographie, c'est le destin. Vous avez eu raison de le rappeler, la démographie, c'est le destin. Il y a quelques pays européens qui tentent d'agir ou de réagir. Évidemment, la Hongrie, mais aussi un petit pays comme le Danemark, qui, en matière d'immigration, a adopté des lois totalement exorbitantes du droit européen commun et qui s'en tire pas mal. Simplement, la pression démographique ne va pas cesser de monter. Je rentre de pays africains, Mozambique, l'Afrique du Sud. Je rentre de pays où certains, la moyenne d'âge est inférieure à 20 ans.
là où partout en Europe, la moyenne d'âge va être supérieure à 50 ans. Et j'avais une expression très brutale du commerce économique des migrants, parce qu'il faut voir la réalité, c'est une nouvelle version bien souvent du trafic d'esclaves. Un important investisseur en Ukraine, avec qui je débattais, me faisait part du besoin, dès que la guerre sera arrêtée, de remise en valeur des terres. Je lui faisais observer que l'Ukraine, comme la Russie d'ailleurs, sont en train de vivre un véritable drame démographique, puisque ce sont plusieurs centaines de milliers de courageux jeunes hommes et jeunes femmes des deux côtés qui vont faire défaut à des peuples qui sont en train d'avoir une démographie en noir, une démographie en berne qui de toute façon chaque année perdent des habitants. Et en plus, ils sont en train de laisser se massacrer sur les champs de bataille toute une classe d'âge. Cet investisseur me répondait sans l'ombre d'un doute: oui, mais pour mettre les terres en valeur en Ukraine, je pense effectivement il faudra faire entrer un demi-million, 1 million de migrants. Ça, c'est la vision économique et on sait bien terres qui appartiennent déjà aux Américains pour la plupart. Tout à fait, en effet. Et qui envisagent sans aucun problème de peupler une partie de l'Ukraine de migrants qui viendront effectivement faire le travail des terres que ces centaines de milliers de jeunes Ukrainiens tués ou blessés ne pourront plus faire. Ça, c'est la vision totalement cynique du trafic d'hommes et de femmes qui est l'immigration économique. J'ai beaucoup de doutes sur le fait que le patronat allemand, comme le patronat français, se résolvent à ne plus faire appel à une migration qui leur permet de maintenir la pression sur les salaires. L'horreur actuellement partout en Europe, ça serait l'augmentation des salaires, qui leur permet d'avoir cassé le pouvoir syndical et qui leur permettent de remettre en cause tout ce qu'ont été les avancées sociales qui se sont faites dans un territoire défini avec une population définie. Le second élément, et vous le savez très bien, c'est l'élément du droit. À quoi a-t-on assisté depuis les lois Pasqua des années 90, qui essayaient d'apporter des réponses déjà au problème de l'immigration ? Toutes les dispositions, les unes après les autres, ont été censurées en partie par le Conseil d'État, mais essentiellement par le Conseil constitutionnel. Encore tout récemment, des dispositions qui avaient été votées à l'initiative de la droite conservatrice, qui considérait que pour accéder aux prestations sociales, un migrant devait avoir 5 ans de résidence sur le territoire national. Ça a été cassé par le Conseil constitutionnel. Et on a en France un problème majeur qui est celui du gouvernement des juges. Oui. De manière constante sur ces questions de migration, le Conseil constitutionnel s'est prononcé contre la démocratie et contre la volonté des peuples. C'est un problème que vous retrouvez partout en Europe. Qu'est-ce qui se passe contre la Hongrie ? La volonté de la population hongroise a été très largement manifestée, très clairement manifestée, notamment par la réélection de Viktor Orban. Par tous les moyens, les sanctions financières, les pressions juridiques, les condamnations juridiques, l'Union européenne veut empêcher le peuple hongrois de réaliser ce qu'il a choisi au gouvernement hongrois d'appliquer la volonté du peuple. C'est très clairement ce qui se passe en France. Des institutions comme le Conseil constitutionnel se sont mises hors sol, elles sont au service de la globalisation, elles sont au service de la disparition de la France, elles sont au service d'une disparition de la singularité française, elles nient toute capacité de la France à gérer sa population, à gérer ses frontières, et nous ne pourrons pas avancer sans remettre en cause le gouvernement des juges, c'est-à-dire sans rétablir la démocratie. C'est une grande partie du combat des localistes, que je veux monter en étant membre de l'international localiste, c'est de redonner la parole au peuple, c'est de retrouver des voies à la démocratie directe, et c'est surtout d'en arrêter avec un gouvernement des juges qui va très mal se terminer. Parce que le sentiment des Français, comme des Européens que j'ai beaucoup fréquentés pendant mes 5 années de mandat parlementaire à Bruxelles, c'est que les Européens, dans leur majorité, considèrent qu'ils n'ont plus de mots à dire. Ils ne sont plus entendus. Le problème de l'immigration que vous évoquez, le problème des frontières, être chez soi, pouvoir dire chez nous, en toute confiance, en toute sécurité, en toute responsabilité également, les Européens, dans leur majorité, considèrent qu'ils ne peuvent plus le dire. Ils n'ont plus de mots sur la politique de leur pays. Ils n'ont notamment plus de mots sur la politique de la frontière et la politique de l'accueil d'étrangers qui demandent à devenir résidents. C'est un déni de démocratie et tôt ou tard, ce déni de démocratie devra être résolu, sinon ça se terminera très mal. Oui, et j'ajoute, puisque vous disiez c'est le gouvernement des juges en France, que même quand on a, par exemple, le Conseil d'État, je reviens sur ça, en 2023, qui souhaite expulser, valider en tout cas l'expulsion d'un migrant illégal, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui rappelle donc maintenant désormais qu'on doit accorder un certain délai pour quitter à cette personne, pour qu'elle la forcer à quitter le territoire. Je rappellerai simplement un chiffre pour vos auditeurs. Les obligations de quitter le territoire. Ouais.
Le fameux Étrangers en OQTF. situation irrégulière, certains condamnés, décision prise, vous devez quitter le territoire français. On en est à peu près 3% d'exécution. Oui. Ça situe bien le naufrage judiciaire et le naufrage sécuritaire de nos politiques migratoires, mais ça se traduit aussi et c'est aussi l'effet d'un gouvernement des juges qui paralyse totalement la volonté politique. Parce que je ne doute pas de la volonté des politiques d'essayer de régler la question, mais ils sont impuissants et paralysés. Donc, si je vous résume, et avant de donner la parole à Grégoire Pupinck, on a des effets de manche, de véritables mises en place de contrôle des frontières, mais finalement qui servent encore, malgré tout, l'immigration économique que vous qualifiez d'esclavage moderne. Et puis, de toute façon, même quand on a des volontés nationales, on a toujours puisque nous dépendons des juridictions européennes, eh bien, des juges européens qui, eux, retoquent les décisions nationales. Donc, on est quand même mal parti, pour utiliser une expression correcte, mal parti dans ce contrôle des frontières. Grégoire Pupinck. Oui, non, alors effectivement, plusieurs remarques. La question de la pression exercée par la Commission européenne, on verra comment les Pays-Bas vont subir cette pression dans les prochains mois, puisque les Pays-Bas ont décidé donc ont déclaré vouloir quitter le système du pacte de migration, pacte européen de migration, et donc là, les Pays-Bas vont évidemment faire l'objet de pression, d'une forme de discipline de la part de la Commission européenne, de la même manière que fait vivre à la Hongrie, ces dernières années. S'agissant du Danemark, c'est vrai que le Danemark est une exception en Europe depuis maintenant une vingtaine d'années, quasiment une vingtaine d'années, puisque le Danemark n'est pas lié à toute la politique européenne en matière d'immigration. Ils ont décidé, suite à un référendum, de conserver leur souveraineté. Et là, c'est le mot peut-être qui manque ce matin, leur souveraineté en matière de contrôle d'immigration. Et il y a au Danemark un vrai consensus transpartisan de la droite à la gauche pour exercer une politique stricte en matière d'immigration. Énormément de dispositions sont adoptées donc, dans ce droit qui pose des conditions pour pouvoir résider, pour pouvoir travailler, qui sont très strictes en matière d'expulsion de délinquants étrangers. Et la conséquence, effectivement, c'est que le Danemark résiste à la pression migratoire parce qu'il y a une volonté, on va dire, transpartisane. Alors ensuite, est-ce que vraiment les politiques peuvent agir face aux juges? Est-ce que vraiment on peut dire que les juges empêchent les politiques d'agir? Alors, pour dire la vérité, je ne suis pas complètement sûr. Moi, je suis à Strasbourg, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme depuis maintenant 25 ans. Et je pense en fait que les juges sont largement en fait un prétexte pour les politiques. Je crois que les politiques aiment bien se défausser sur les juges c'est pratique. parce que ça leur évite de prendre des positions impopulaires. Mais qui nomme les juges? Qui nomme les juges à Strasbourg? Qui nomme les juges à Luxembourg? Qui nomme les membres du Conseil constitutionnel? Ce sont les politiques. Ce sont à chaque fois des décisions politiques qui sont adoptées à l'issue de négociations. Des politiques non élues. Alors les juges sont des politiques non élus oui, à ce mais niveau-là. Ceux qui sont au Conseil ne sont pas forcément élus. Non, c'est ça. À ce niveau, ils sont désignés. Oui. Ils sont désignés par des autorités politiques, par le Sénat, par l'Assemblée, etc. Donc ils sont toujours désignés par des autorités politiques. Donc oui, évidemment, le système des hautes juridictions, que ce soit les hautes juridictions nationales ou les hautes juridictions européennes, eh bien, il a été mis en place précisément dans le but d'encadrer l'action politique des hommes politiques nationaux, qui sont toujours suspectés d'être légèrement injustes, dangereux ou populistes. Et donc, il faut les limiter leur pouvoir de nuisance. Et pour faire dominer des principes généraux et abstraits de tendance universelle liés à la justice. Et parmi ces principes généraux, abstraits, universels liés à la justice, il y a l'égalité. L'égalité qui ne se conçoit plus simplement entre nationaux, mais qui se conçoit de plus en plus au plan global, universel, humanitaire. Tous les êtres humains sont égaux quels qu'ils soient. Et finalement, la nationalité, voyez-vous, c'est un peu comme le sexe, comme le genre, on doit pouvoir en changer. C'est une forme de chose qu'on reçoit à la naissance, on n'y est pour rien, c'est le destin,
Malheureusement, certains naissent dans des familles riches, d'autres dans des familles pauvres. Et là, effectivement, il y a le système dans nos pays de répartition, on va dire, des chances, mais aussi plus globalement, on peut naître dans des pays différents. Et cette forme d'inégalité de naissance, eh bien, il y a quand même l'idée politique générale de vouloir la corriger, la compenser par la facilitation Oui. des échanges, voire, Donc là, de la vous allez bien dans le sens d'un gouvernement des juges qui corrige avec Voilà, une mais idéologie. c'est un gouvernement qui est accepté. Ça veut dire que Oui. ma conviction, c'est que, et mon expérience, c'est que ce système est mis en place Parce qu'on veut bien le laisser faire. pour volontairement, mais en même temps, il pourrait être Mm. modifié. Les Alors- politiques ont le pouvoir de le modifier parce qu'ils ont le pouvoir de nommer Oui. ces juges. Oui, mais il peut y avoir un peu d'inertie entre les deux. Je voulais quand même vous faire réagir tous les deux à cette dernière nouvelle là, qui est de samedi dernier, où on apprenait donc que Matteo Salvini pouvait couper de 6 ans de prison pour avoir refusé l'accès des migrants à un port italien. C'est intéressant, parce que c'est une condamnation, enfin c'est pour le moment, c'est pas terminé, mais ce serait une condamnation justement des juges contre un politique. Donc ce sont les juges qui vont décider. Normalement, la décision de l'État est menée par un politique. Lui, pour le coup, il a été élu. Et les juges vont dire ce que vous faites, c'est mal. Vous voyez, on est vraiment là dans une moralisation de la justice. Hervé Dans Juvin. une démocratie, la sanction, ça doit être le vote du peuple. Bah oui. Ça doit être le suffrage universel. Est-ce que les Italiens approuvaient ou pas la politique conduite par Matteo Salvini? La réponse est manifestement oui, et dans des proportions élevées. Ça illustre que ce que je disais, ce que j'ai quelquefois appelé le coup d'état des juges. Les juges se permettent, au nom d'une conception abstraite de l'individu. L'individu moderne, c'est simplement l'individu a des droits. Il ne se définit que par ses droits. Il ne doit plus se définir par une nationalité, par une famille, par quelque détermination nationale que ce soit. L'individu moderne, c'est un monstre. Et l'individu moderne n'existe pas. C'est d'une fabrication totalement artificielle et qui est en train de s'effondrer. Je prendrai l'exemple de la culture politique chinoise. La culture politique chinoise, il existe la famille, il existe la nation ou l'empire, et il existe le monde, l'humanité en tant que telle. L'individu n'existe pas en tant que tel. Oui. Et probablement, est-ce que la conception absolutiste de l'individu de droit, que les juges s'efforcent de faire prévaloir sur les conceptions démocratiques de la majorité. Aujourd'hui, les minorités ont la capacité d'empêcher la majorité d'agir. Probablement, est-ce que l'Europe et la France vont devoir revenir sur ce totalitarisme de l'individu de droit, parce que sinon, c'est la nation et c'est la démocratie même qui disparaît ou qui est menacée de disparition. Alors, le jugement contre Matteo Salvini, c'est l'illustration parfaite de ça. Oui. Un politique entend ce que lui dit son peuple, ce que lui disent ses électeurs. Il applique en tant que tel. Il met fin à ce que Patrice Légéry a appelé Frontex, c'est une agence d'accueil pour les migrants, et il se voit menacé, peut-être condamné par la justice. Il se voit peut-être condamné dans des proportions extrêmement exorbitantes. Oui. Et vous voyez bien que ce genre de condamnation, ça va paralyser les politiques. Quel élu va prendre le risque de promouvoir une politique qui peut lui faire encourir des années de prison? En effet. Donc là, les juges italiens disent très clairement, ne touchez pas au sujet des migrants, sinon on va vous rattraper, et sinon vous risquez pas de finir votre vie, mais vous risquez de passer pas mal d'années à l'ombre. Alors que répondez-vous à Grégoire Pupin qui dit que finalement c'est aussi une illusion, enfin pas une illusion, mais comment dire, un bon prétexte pour les politiques de ne pas agir, de dire oui, mais le gouvernement des juges, oui, c'est eux qui décident finalement, sinon on se prend des amendes, etc. Je pense que vous avez raison de souligner un problème de responsabilité. Je crois que beaucoup d'élus ont trouvé très confortable de s'abriter derrière les décisions des juges. J'ai eu l'occasion de le vivre moi-même. J'ai commencé à travailler au niveau européen, notamment avec la Commission, dans les années 90, à un moment où je travaillais avec Raymond Barre. Et j'ai entendu des ministres français revenir de Bruxelles, dire aux électeurs, aux téléspectateurs français « je me suis battu, mais on m'a imposé », alors qu'en fait, ils étaient absolument ravis et ils le disaient en privé de la décision prise. Oui. Simplement, la mettre sur le dos de la commission, ça leur permettait de ne pas en endosser la responsabilité. Je pense en effet, et je suis d'accord avec vous, que c'est assez souvent ce qui peut se passer avec le gouvernement des juges. Les politiques sont absolument ravis de dire « vous voyez, moi je voulais faire ça pour vous, mais les juges m'en empêchent ». Mais quand ils veulent vraiment bouger... n'empêche que je crois qu'il y a un vrai débat de répartition des pouvoirs. Et il me semble que par rapport à nos démocraties, les juges ont entériné le règne de l'individu de droit dont ils sont instruments. Les juges ont très largement entériné ce que vous disiez, monsieur, qui est chaque personne qui naît sur Terre est indéterminée par la nation, par le territoire, par sa famille. Elle a le droit de bénéficier partout dans le monde des meilleures opportunités.
Les juges, dans leur majorité en Europe, ont totalement adhéré à ce que j'appellerais l'illusion globaliste et l'illusion du hors-sol. Ça, je pense que c'est un problème politique majeur et je pense que c'est un enjeu, l'enjeu d'y répondre est un enjeu absolument décisif pour la survie de la France et pour la survie de l'Europe dans les années à venir. Oui, Grégoire Pupinck, pareil sur cette menace de condamnation de Matteo Salvini. Là, vous voyez bien tout de même que les juges nationaux à ce niveau-là empêchent un politique de dicter sa politique. Non, vous avez parfaitement raison. Là, s'agissant des juges nationaux, on va dire, moi je parlais des juges Oui, tout à fait. mais des juges européens qui sont désignés par les responsables politiques. Et ensuite, on va dire, il y a un effet de haut en bas, de ruissellement de la justice. Mais oui, l'action politique nationale, on va dire, d'un juge comme voilà, Salvini, effectivement, est limitée, entravée par la justice. L'un des problèmes, on va dire, dans la pensée occidentale, c'est ce que vous disiez, M. Juvin, c'est le système juridique, en fait, pense de plus en plus en termes de droits individuels. Il est fondé, le système occidental, sur les droits individuels, et il est gagné par la pensée des droits de l'homme, qui présuppose effectivement l'égalité de tous à la naissance et cette forme d'universalité. Et donc, il y a dans le système des droits de l'homme une ignorance qui est l'appartenance culturelle, nationale. Le pays, la nation n'a pas de droit dans le système des droits de l'homme. C'est ça qu'il faut comprendre. Les droits de l'homme, c'est toujours l'individu, quelle que soit sa nation, contre le pays. Mais le pays, lui, n'a pas de droit. La seule façon pour un pays d'avoir des droits, c'est par le vote. Oui. La seule façon pour un peuple d'avoir des droits, de s'exprimer, d'exister juridiquement, d'exprimer une volonté politique, c'est par le vote. Face au vote d'un peuple, vous avez un système juridique abstrait qui met en avant les droits des individus indifférenciés. Et donc, nous sommes dans cette confrontation entre ces deux approches. D'un côté, ce qu'on appelle le populisme, ça veut dire le vote du peuple qui exprime une volonté nationale ou d'un peuple, d'une nation, et de l'autre, une conception qui met en avant les droits individuels. Et dans cette confrontation, effectivement, le juge, lui, défend les droits individuels et il va s'opposer à la volonté nationale. Donc, ce que l'on constate aujourd'hui avec ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe aux Pays-Bas, ce qui se passe en Italie, en Hongrie, etc., c'est toujours cette confrontation et on cherche un point d'équilibre entre l'universel et le particulier. Mais ce qui est vraiment absent du système juridique, c'est la légitimité pour un peuple de prétendre continuer à exister sur son territoire. Et cette réalité, qui est une réalité foncièrement humaine, eh bien, le droit n'est pas capable d'en tenir compte. Elle existe par le vote et elle existe par la guerre. La guerre en Ukraine, c'est ça, c'est la légitimité d'un peuple à continuer à exister sur son territoire, c'est la guerre et c'est le vote. Mais le droit, lui, il a effectivement en Europe une conception universaliste et il est incapable, ou il peut très difficilement rendre compte de ce besoin humain, effectivement, comme vous disiez, de vivre chez soi et de continuer de persévérer dans l'existence en tant que peuple. Alors, vous menez à ma question finale pour tous les deux. Si le vote, aujourd'hui, ne peut plus être pris en compte, comme on le voit avec l'affaire Salvini, est-ce que ça va nous mener à la guerre, pour revenir sur votre binarité Qu'en pensez-vous, Hervé Juvin ? Ou quelles sont les autres solutions ? Je veux dire, on n'est pas obligé de parler tout de suite de guerre. Quelles sont les autres solutions aujourd'hui pour les pays européens, les peuples européens qui veulent encore exister ? Il y a deux choses qui apparaissent fondamentales aux localistes. D'abord, c'est de revenir sur la notion de territoire, de revenir sur la notion de communauté d'appartenance et de considérer que les droits de l'homme, je le dis de manière polémique, c'est une arme de destruction massive de toute communauté humaine organisée, de toute société organisée et pour finir de toute nation. Et il faut nécessairement revenir sur le droit d'une communauté, le droit d'une nation et le droit des majorités à imposer un certain nombre de choses à une population. Il faut naturellement restituer à la collectivité ses droits et sa capacité d'exister en tant que telle. Ça passe par quoi pour y arriver ? Ça passe notamment par le retour aux frontières et par le retour à ce droit à la différence. Une communauté nationale ou une communauté territoriale a le droit de continuer à vivre dans ses traditions, dans ses choix de vie, sans nécessairement devoir se conformer à une doxa mondialiste ou globaliste qu'on lui impose d'en haut. Vous sortez de l'Union européenne actuelle ? Donc c'est la démocratie directe, c'est le problème du référendum d'initiative populaire, c'est très concret, c'est les référendums d'initiative populaire, c'est le fait, je le disais, d'en finir avec le gouvernement des juges et d'appliquer effectivement la volonté de la majorité des citoyens. Oui, mais comment on le fait tout ça ?
Le référendum d'initiative... On dissout le Conseil constitutionnel, on sort de l'Europe. Alors, il y a des dispositions que l'on peut prendre. Je reviens à ce papier fondateur de Philippe Fontana. Il y a un certain nombre de choses que l'on pourrait faire et qui probablement passeraient outre les oukases du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État. Mais il y a aussi, et c'est un travail politique de fond, de remettre en cause le tout pour l'individu de droit tel qu'il s'est imposé par les institutions européennes et aussi par les cours de justice nationale. Il y a un travail politique, c'est un travail d'une génération, mais ce travail politique, il est urgent. Je terminerai sur un second point. Le retour des frontières, il est partout dans le monde. La géopolitique, c'est un attachement des territoires. La géopolitique, c'est la définition de territoires en lien avec des communautés humaines. L'Europe et la France ont voulu l'oublier. Je pense que la géopolitique ne peut plus être absente d'aucune décision politique dans les temps qui viennent. Le grand retour de la géopolitique est devant nous. Je déplore que si peu de politiques français et aussi si peu de chefs d'entreprise en soient conscients. Grégoire Pupinck, même question. Comment mettre en application cette volonté justement du retour des peuples et de leurs décisions politiques ? Écoutez, moi, je pense oui, le référendum est une bonne façon d'agir. C'est le vote, déjà le vote. Le vote, je pense qu'il faut que le peuple soit bien informé, il ne faut pas que le peuple soit dupe. Vous l'avez dit au début de l'émission, la décision prise par le gouvernement allemand s'inscrit dans le contexte des élections et de la montée de l'AfD. Donc il y a évidemment aussi l'idée, je crois assez répandue, que la maîtrise de l'immigration est une nécessité. Soit les partis de centre droit le font, soit ils permettent l'élection de partis plus conservateurs, qualifiés d'extrême droite, qui le feront. Donc, de toute façon, il va y avoir dans les prochaines années de plus en plus, on va dire, un soutien populaire. C'est le cas en France et le cas ailleurs. Ce qui risque de se passer, en fait, c'est que les partis de centre droit vont essayer de mettre en œuvre une politique de contrôle migratoire au service quand même de l'industrie, avec comme idée seconde de limiter le vote pour les partis d'extrême droite. C'était le cas au Danemark. Le parti d'extrême droite au Danemark est passé de 20% des suffrages à 2% des suffrages après que cette coalition, ce consensus droite-gauche, ait adopté des mesures anti-immigration. Donc je pense que c'est ce qui risque de se passer, peut-être déjà maintenant, là, ces prochains mois en France, des annonces fortes de contrôle de l'immigration dans le but d'empêcher peut-être des mesures plus radicales de la part du Rassemblement national dans les prochaines années. Je pense qu'on est toujours finalement un peu dans le court terme. Ça veut dire que le temps joue pour l'immigration. Chaque année qui passe, c'est en Europe plus d'1 million de personnes qui Et d'ailleurs, vous parlez du vote, mais si toutes ces personnes-là, tous ces migrants sont autorisés à voter, ça peut aussi changer la donne. Donc, ça peut changer la donne. Ce qui est intéressant en France, c'est que, à la différence d'autres pays, l'extrême gauche a pris le parti de l'immigration. Les pays qui s'en sortent d'une certaine manière, c'est lorsqu'il y a quand même un accord à gauche pour limiter l'immigration. Or, en France, l'extrême gauche, et même plus largement, a basculé du côté pro-immigration. Et même, pour la première fois, on a vu une superposition entre vote et ethnie. En France, nous avons eu pour la première fois un vote ethnique avec les bannières. C'est gravissime. Ouais. C'est la situation du Liban. C'est la situation des pays décomposés. Avoir un vote ethnique aux élections, c'est vraiment un signe extrêmement grave pour l'avenir de l'unité nationale. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose, Julien ? Oui, je soulignerai l'importance de ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas nier la capacité politique de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon. Et je pense qu'il a très bien compris que sur nombre de parties du territoire français, un candidat à une élection qui, par exemple, s'est prononcé très clairement en soutien à Israël et à la sécurité d'Israël ne pourra pas être élu parce que contre lui, la population d'origine musulmane viendra voter en nombre. Ça, c'est une réalité politique extrêmement dangereuse. Je crois que vous avez raison de la souligner. Il faut bien voir que les apprentis sorciers qui ont prétendu tout autoriser, tout légaliser, etc., peuvent aboutir en effet à une France divisée, ce dont des lignes de clivage ethnique, ce qui n'avait jusqu'ici, heureusement, jamais été le cas.
Bon, et on peut préciser qu'Emmanuel Macron, avec ses lois, n'a pas attendu Jean-Luc Mélenchon pour pouvoir faire passer des lois qui légalisent les migrants en France pour des raisons, pour le coup, économiques. Donc chacun a ses intérêts, mais en tout cas, ça va dans le même sens. Merci beaucoup Hervé Juvin, je rappelle président de Local Europe et membre de l'Internationale localiste. Je rappelle votre livre Chez nous, pour en finir avec une économie totalitaire aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci Grégoire Pupinck, juriste essayiste français, directeur du think tank chrétien conservateur ECLJ. Merci à tous les deux. Tocsin continue. Vous n'oubliez pas